Bonjour à tous. Kelly Girona, Société Innologie. On est là aujourd'hui, Anne et moi, pour vous présenter quelques slides sur la sécurité au cœur des nouvelles applications de l'hydrogène. Et avec Anne, on intervient dans différents types de missions, justement, pour travailler sur ces activités sécurité au niveau des systèmes et des sites. Le constat au jour d'aujourd'hui, c'est que pour ces nouvelles applications, on développe et on valide des systèmes qui sont de plus en plus complexes. Ils sont complexes dus à leurs différents types de maîtrise technique. On va se retrouver avec des systèmes où on fait intervenir de la fluidique, de la mécanique, de la thermique, de l'électronique de commande et de puissance, du logiciel embarqué ou même sur du stationnaire. Et en fait, on est à un stade où on souhaite accélérer la mise sur le marché de ces systèmes. Et on a un temps de développement qui est de plus en plus court pour répondre à cette transition énergétique qui est vraiment pulsée par des exigences réglementaires qui sont nouvelles. On a des cahiers des charges clients sur ces systèmes qui sont plus ou moins élaborés. Et on a besoin de métiers très, très spécialisés et pluridisciplinaires dans ce type d'équipement. Et donc nous, ce qu'on souhaite dire avec Anne, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les industries de procédés ont pu éprouver pas mal de techniques justement d'analyse de risque et que nous, on propose d'utiliser ces règles de l'art justement pour évaluer les risques et les maîtriser afin de ne pas avoir d'accidents et d'incidents sur ce type de système. Ici, donc, on vous a représenté un petit peu comment on travaille avec DECRA. C'est un référentiel, c'est une méthodologie de travail sur l'ingénierie système. C'est un processus en fait où on va travailler sur la partie développement du système et sur la partie validation. Donc en fait, si vous voulez, c'est différentes phases sur lesquelles on se propose de travailler afin de bien maîtriser un cahier des charges initial, de pouvoir spécifier le système en y intégrant vraiment toute la partie fonctionnelle, dysfonctionnelle et réglementaire, et justement d'appliquer cette partie sûreté de fonctionnement, analyse de risque, qui va venir justement attribuer d'autres fonctionnalités et d'autres boucles de spécifications à avoir, donc au niveau de nos différents sous-ensembles qui constituent le système, mais également au niveau des composants. On reviendra dans le détail sur ce slide. Bien sûr, on a un cadre réglementaire pour ce type de système. Donc on les a cités, les directives européennes qui sont mandatories. Et il faut savoir qu'on met sur le marché un équipement avec le marquage CE, on doit répondre à pas mal d'exigences au niveau européen. Et donc, moi, mon retour d'expérience m'a permis de voir qu'en fait, ce cadre réglementaire ne suffit pas. Et qu'assembler des équipements, simplement les intégrer entre eux, nous pousse justement à maîtriser la partie safety au niveau de ces équipements. Et des accidents, malheureusement, on en voit dans nos domaines. Donc là, on vous a mis un slide sur un qui a marqué ces dernières années la partie vraiment chaîne de valeur hydrogène avec cette station qui a subi une explosion et un incendie. Et justement, elle a provoqué des blessés suite à l'onde de surpression et justement au déclenchement des airbags qu'il y a eu suite à cet accident. Au bout de 15 jours, on a pu identifier la cause. Donc c'était un raccord qui était mal serré sur les stockages haute pression. Et en fait, on voit bien la nécessité d'anticiper ces scénarios et de proposer des actions correctives justement pour pas qu'ils se passent. Donc là, typiquement, les actions correctives sur ce type d'incident, ça a été de mettre en place des procédures de montage beaucoup plus détaillées, d'ajouter des contrôles aussi au niveau de la vérification et puis d'élargir aussi la détection des fuites au niveau de ces équipements. Donc ces nouvelles applications, il y a différents enjeux. Il y a des enjeux de sécurité. L'hydrogène, c'est un gaz qui est facilement inflammable. On a la partie haute pression aussi qui engendre des risques majeurs. On a des maturités technologiques sur nos composants où on a peu de retour d'expérience, donc ce qu'on intègre dans nos équipements, ou alors on met sur le marché aussi des composants qui ne sont pas finis d'être qualifiés complètement.
On a une partie réglementaire aussi qui est un enjeu majeur, puisqu'il faut mettre en place des référentiels transverses aux différents pays qui implantent nos systèmes. Et du coup, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de travailler sur le volet sécuriser nos nouveaux usages. Donc là, ça va du design au procédé de fabrication et à la mise en service et la maintenance de nos installations. Mais aussi former les acteurs, donc tous les acteurs de ce type de projet, que ce soit les porteurs de projets, les concepteurs, les opérateurs et les utilisateurs finaux. Voilà, pour qu'ils puissent vraiment réaliser leur travail en toute sécurité. L'idée, c'est vraiment d'utiliser le retour d'expérience sur des sites industriels. Alors, effectivement, ce n'est pas des systèmes mobiles, mais stationnaires, et d'utiliser toutes ces bonnes pratiques et ces règles de l'art qui ont évolué en fonction du retour d'expérience et des accidents sur des sites industriels aux nouvelles applications pour devancer un petit peu le manque de réglementation à l'heure actuelle. Il y a des groupes de travail, France Hydrogène, etc., travaillent sur ces règles, et DREAL travaille aussi sur ça. Mais pour l'instant, on n'a pas de textes qui peuvent nous supporter au cours des analyses de risque et pour évaluer la sécurité et la juste sécurité de ces nouvelles applications. Donc l'idée, c'est d'être proactif, de proposer. Alors on ne dit pas qu'on a toujours raison, mais en tout cas, on utilise ce qui existe pour partager avec ces nouveaux industriels, ces nouveaux acteurs de ces technologies. Donc c'est pour ça que la culture sécurité et la sécurité des procédés sont réellement importantes. La sécurité des procédés et le management, en fait, c'est éviter toute perte de confinement. On l'a dit tout à l'heure, l'hydrogène est un gaz hautement inflammable. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est le zéro fuite. Pas de fuite, pas d'accident. Mais pour ça, il faut une culture, il faut du management, il faut des données. Et ici, je vous représente 5 piliers importants sur le développement de vos applications, qui sont la connaissance de vos outils, de vos procédés, les analyses de risque qui doivent être déployées, qui sont essentielles pour tous, l'intégrité mécanique et le contrôle du changement, c'est-à-dire que vous avez des applications qui sont en constante évolution et il faudra se poser des questions, est-ce que ce changement peut avoir une conséquence en sécurité ou pas, jusqu'aux opérations, aux exploitations. C'est-à-dire qu'on peut concevoir des installations, mais ces installations, elles vivent, elles vieillissent, elles soient exploitées par d'autres, et il faut que le savoir-faire soit transmis, que le sachant, en fait, apporte aux autres sa culture, sécurité proprement dite. Donc l'information, c'est important parce que déjà, ça va vous permettre de connaître les dangers de vos procédés, d'avoir une conception sûre, c'est-à-dire qu'en fait, en mode normal, on ne doit pas avoir de risque. Et puis, ça peut permettre à différentes applications de définir une stratégie qui peut être de la prévention, qui peut être de la protection, qui peut être du design ou des sécurités instrumentées. Et tout ça, en fait, il faut déjà bien comprendre le danger pour le maîtriser. Donc, il y a des choses qu'on ne doit pas faire et il faut que les opérationnels le sachent pour éviter tout accident. L'information, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà connaître l'hydrogène. Alors tout le monde le sait, c'est un gaz hautement inflammable, petite molécule, très poreux, qui s'enflamme facilement. Mais dans quoi on le met en œuvre ? Quels sont les équipements ? Et chaque équipement a ses spécificités. Donc qui dit une spécificité dit une analyse de risque spécifique particulière. Et on doit se reposer les questions à chaque fois. On n'a pas un livrable qui n'évoluera jamais. Et puis on a les sites et le retour d'expérience. Vos applications, telles que vous les vendez, les concevez, en fonction du client et de son implantation, peut avoir des effets différents et donc des stratégies de sécurité différentes. Donc c'est important d'avoir ça et d'utiliser aussi le retour d'expérience sur des accidents tels que celui qu'on vous a proposé tout à l'heure pour éviter que ça se produise sur vos futures installations et chez vos clients. Donc ça, c'est le premier pilier. Donc l'hydrogène, c'est un cas particulier, c'est-à-dire qu'il est inodore et invisible. La flamme ne se voit pas. Donc comparé au propane, par exemple, où on peut dire « Ah, l'hydrogène, c'est un gaz, c'est comme le gaz naturel ». Oui, mais non. Il est inodore, la flamme ne se voit pas, et en plus, il a une énergie minimale d'inflammation beaucoup plus faible. Donc c'est pas tout à fait pareil. Et en plus, il a des propriétés physiques bien particulière, c'est-à-dire que l'hydrogène, c'est une telle petite molécule que ça passe partout. Et ça réagit avec les matériaux. Donc le gaz naturel, vous le mettez dans un stockage, il vit très bien.
l'hydrogène, il peut entraîner des corrosions et des fragilisations. Et puis, il est très léger, donc il va se diffuser. Donc, dans une ambiance ventilée, on aura très peu de risques si on a une petite fuite. Mais dans une ambiance confinée, et vous l'avez peut-être vu sur le stand, sur les containers pour mettre des stations hydrogène ou d'autres, ben, on confine, donc on a un risque. Et la gestion du risque, elle doit être étudiée au cas par cas. Donc le premier pilier, c'est de faire des analyses de risque parce que les conséquences d'une fuite d'hydrogène, elles peuvent être catastrophiques. Alors, dans la majorité des cas, petite fuite, pas de conséquences. Mais dans certains cas, on peut avoir des feux de torche, on peut avoir des explosions, on peut même avoir des éclatements pneumatiques avec des effets de surpression, des effets missiles. Et tout ça, ben, ça veut dire des décès potentiels, des impacts humains. On ne parle pas de perte d'argent, on ne parle pas de perte d'arrêt d'une unité pendant 3 semaines. On parle de décès. Donc l'enjeu, il est vraiment crucial. Donc les analyses de risque, ben, elles dépendent des équipements que vous allez utiliser, de leur technologie, de la conception, et puis de la manière dont vous allez les exploiter et les maintenir en état. C'est-à-dire qu'à la base, une installation neuve, elle est étanche, tout va bien. Maintenant, dans 5 ans, vous allez l'utiliser. C'est un peu comme une voiture. La voiture, elle s'use, elle vieillit. On doit faire des contrôles. On doit spécifier quels sont ces contrôles. Et on doit faire ces contrôles dans les bonnes conditions de sécurité pour le personnel. Et puis, on n'implante pas n'importe où. Il y a des règles sur des sites industriels et il faudra développer ces règles de sécurité en fonction des différents équipements qu'on peut avoir. L'analyse de risque, pourquoi ? La première base de l'analyse de risque, c'est de faire des analyses de risque en phase de conception pour s'assurer que le design est bon et robuste, que, entre guillemets, vous n'avez aucune perte de confinement d'hydrogène. Et puis après, c'est de définir les risques et les dérives qui peuvent conduire à ces fuites et de définir une stratégie de sécurité. Ça peut être des barrières de prévention ou des barrières d'atténuation. Mais c'est surtout l'objectif, il est humain, c'est-à-dire qu'il faudra faire le lien entre le fabricant, l'intégrateur, l'utilisateur et la personne qui maintient l'équipement. Et tout ça, c'est ce qui est le plus difficile. Donc c'est des procédures, c'est de la formation, c'est de la sensibilisation. C'est ce qui est très difficile à mettre en œuvre rapidement, mais c'est ce qui fera la sécurité de toutes ces nouvelles applications dans le futur. Les analyses de risque, comment ? En fait, c'est très simple, hein, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe si on a un élément qui fuit ? Et on évalue des conséquences avec la probabilité que ça se produise. C'est un peu comme la tartine de pain le matin. J'ai une chance sur 2 qu'elle tombe côté beurré par terre. Là, c'est pareil. On se pose des questions très basiques pour évaluer le risque. Et puis, on définit des barrières pour éviter que ça se produise. Donc, je pourrais rentrer en détail si vous avez des questions. On a un stand à côté si vous avez des questions sur cette partie analyse de risque. Mais l'idée, c'est d'anticiper, de faire ces analyses de risque et de les déployer au fur et à mesure de votre projet, dans la phase de design, dans la phase de faisabilité, en conception détaillée et surtout aller jusqu'à la mise en service. Tout à l'heure, on a vu que l'accident en Norvège était lié à une fuite sur une vanne. Il y a des moyens pour éviter qu'une vanne soit défaillante. Donc ça, c'est vraiment adapté au niveau de détail en fonction de l'avancement du projet, mais chaque étape, et le cycle en V que Kelly vous a présenté tout à l'heure, intègre cette sûreté de fonctionnement avec différents jalons au cours de votre projet à intégrer. Et puis tout le monde est concerné, le fabricant, l'utilisateur final, et puis les interfaces, parce que dans un stockage, ok, il est sûr, j'ai pas de fuite. Maintenant, je transfère l'hydrogène dans une station de distribution. J'ai des lignes, j'ai un flux. Qu'est-ce qui se passe entre le stockage et la station ? Donc ça, c'est important et il faut faire des analyses de risque en groupe de travail avec tous les acteurs, y compris les équipes de secours, parce que quand vous allez vendre ces applications, vous allez peut-être faire appel aux SDIS, à d'autres unités qui doivent être formées à ces risques. Oui, donc là, on reprend vraiment concrètement comment ça se passe au niveau de la gestion du développement et de validation. Mais c'est ce que vous a dit Anne, hein, chaque étape du projet, on va faire intervenir une validation liée à la sécurité. Donc, au stade de spécification, c'est vrai qu'on va rechercher justement à identifier toutes les exigences qui vont découler de la partie réglementaire. Donc, on a un slide typiquement pour
pour les flux thermiques, pour vous faire voir. Sur une première phase de conception, donc avant de valider notre design, on va faire une analyse préliminaire des risques, vraiment identifier tous les événements redoutés et quels moyens nous allons mettre en place justement pour pouvoir les maîtriser. Puis ensuite, en avançant dans le design, on va faire des études de détail bien plus poussées, typiquement l'ASOP ou d'autres méthodologies pour la partie embarquée dans l'automobile. C'est vrai que c'est d'autres types de livrables, mais la méthodologie est la même avec l'ISO 26262. Et puis, en phase de validation, justement, on va reprendre ces scénarios, on va évaluer nos barrières et puis on va les valider. Donc, les valider déjà sur des tests, mais aussi sur des justifications, sur des calculs, sur des tenues et sur des inspections aussi par la suite. Donc voilà, la sûreté de fonctionnement, c'est vraiment le pilier des développements de ce type de système. Et nous, c'est ce qu'on essaye d'apporter au sein de l'ingénierie quand on développe ces équipements. Sachant que chaque modification, chaque changement de composant il faudra a un impact. Réévaluer. C'est pas un capteur, c'est ce capteur-là. Et si j'en trouve un moins cher ailleurs, est-ce que je dégrade ou pas la sécurité? C'est la question que vous devez vous poser en fait. Il faudra vérifier toute la chaîne, le temps de réponse, le temps de réaction, et puis derrière, comment se comporte l'équipement. Donc là, c'est un exemple de livrable qu'on vous a mis sur un des scénarios, qui est l'inflammation, qui est le cas-feu. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une inflammation due à un feu externe sur mon stockage haute pression? Donc ça, c'est des choses des conséquences sont à évaluer. Le risque, il est majeur sur ce type de scénario. Et derrière, il faut valider le type de barrière qu'on va mettre en place. Sachant que sur certaines ICPE, vous avez des règles avec des modélisations à réaliser. Donc c'est pas, on croit que on maîtrise le risque, c'est on doit pouvoir le justifier, le prouver et le démontrer en fait. C'est pas une perception, une confiance dans son installation, c'est je démontre que mon installation est fiable et robuste et permet de gérer les risques. Donc, et après les analyses de risque, mais en fait, il y a tout le reste qui en découle. C'est-à-dire que vous devrez mettre un système pour maintenir vos installations en état dans le temps, mais y compris les barrières de sécurité. Ce que je vous disais, c'est évaluer tous les changements de composants, de technologies, de fournisseurs au cours de la durée de vie et former le personnel. L'hydrogène sous haute pression, c'est pas anodin. Ça peut se maîtriser, mais ça nécessite des compétences et des formations, et donc du personnel formé à ça. L'objectif, c'est vraiment que vos applications et ces nouvelles technologies, donc on le voit, l'hydrogène prend de l'ampleur, c'est qu'entre guillemets, un accident ne stoppe pas une évolution complète d'une entité, parce que ça va très vite, mais malheureusement, un accident, ça va être le no-go tout de suite. Et ça va avoir des conséquences très importantes sur une société. Merci de votre attention. Merci à tous. Donc on est juste sur le stand 6F76, si vous avez des interrogations. Merci beaucoup, oui, c'est utile de rappeler ça. Quand vous dites qu'il est important de faire appel au retour d'expérience sur des installations existantes, en fait, vous pensez à quel domaine d'activité qui dispose de cette expérience? Parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène, c'est utilisé depuis très très longtemps. Moi, je viens du spatial, donc depuis le début. Mais c'est vrai que ça reste des niches d'application dans des cas particuliers. Donc aujourd'hui, quelle est la base de référence de ce retour d'expérience? Alors, la base de référence, vous avez des données bibliographiques sur le spatial ou d'autres organes. Je pensais plus au retour d'expérience sur des nouveaux composants où on voit beaucoup de nouveaux fournisseurs qui apparaissent sur l'hydrogène. Typiquement, on a eu le cas il n'y a pas très longtemps avec Kelly sur un fournisseur de compresseurs qui a fourni son premier compresseur à hydrogène. Bon, ben voilà, il faut être alerté sur ça et utiliser les bonnes pratiques et les bonnes règles d'autres industries, parce qu'un compresseur hydrogène sur une station de fourniture pour des véhicules ou un compresseur hydrogène sur un site chimique, on aura à peu près les mêmes déviations et les mêmes risques. Donc c'est juste être vigilant sur ça.
Oui, bonjour. Par rapport à ces sujets de maîtrise des risques, est-ce que vous avez une expérience au titre de concertation publique sur ces sujets? Est-ce que vous avez été, amené, dans le cadre de concertation publique, à traiter de ces sujets de maîtrise de risque? Non, alors nous, au DECRA Process Safety, on travaille essentiellement pour des industriels. Alors on aide des sites industriels à répondre à la réglementation française et on aide des industriels à développer ces nouvelles technologies en accord avec notamment les DREAL, mais on ne fait pas l'objet de concertation, on n'est pas à la date dans des groupes de travail. Et à votre connaissance, c'est un sujet, ça, la concertation? Oui, France Hydrogène travaille a mis des groupes pour justement essayer d'aider, entre guillemets, de donner des bonnes règles et des guides sur les analyses de risque, parce que chacun va faire une évaluation qualitative, et en fonction de ce retour d'expérience, on peut avoir des écarts. Donc l'idée, c'est d'avoir justement un peu des guides, comme les industriels l'ont fait sur les stockages d'inflammables, d'essence, hein. Voilà, donc c'est tout un réseau qui se développe, des choses qui sont en concertation, qui sont en cours, mais malheureusement qui ne sont pas encore publiées, donc sur lesquelles on ne peut pas se reporter pour l'instant. Donc voilà, on utilise d'autres secteurs d'activité pour l'instant pour justifier des probabilités ou des choses. Bonjour. Quels acteurs existants voyez-vous d'être les plus capables de maîtriser les risques? Quels acteurs sur des sites, sur des applications, des fournisseurs? Ça, c'est libre à chacun de faire. Enfin, la réglementation française, hein, notamment, vous impose le Code du travail d'avoir des installations sûres pour le personnel. Donc, en fait, chacun a cette responsabilité. Et après, la gestion de ces analyses de risque est à la liberté de tous les industriels qui peuvent les traiter différemment, du moment que ce n'est pas soumis à une réglementation. D'où, entre guillemets, l'évolution des réglementations qui vont venir. Hein. On en a eu sur le gaz, etc. Vous en aurez sur l'hydrogène. L'idée, c'est d'être proactif et d'anticiper ces nouvelles règles qui vont apparaître. Merci. Merci à vous.